Mardi 2 novembre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Christophe Darmanjat, anthropologue, docteur en sciences économiques à l'université Paris 7 Diderot, autour de son ouvrage « Justice et guerre en Australie aborigène » paru aux éditions Smolny. Débat organisé en collaboration avec le laboratoire Trace de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bonne écoute. Bonsoir, merci d'être venu ce soir. Merci d'avoir retrouvé le chemin de la librairie en ce 2 novembre, qui sont parfois des jours où on se sent un peu seul à Toulouse. Là, c'est absolument pas le cas et je suis très très content qu'il y ait autant de monde ce soir pour discuter avec Christophe Darmanjat, qui nous fait le plaisir de venir. Enchanté. Pour présenter son livre qui s'appelle « Justice et guerre en Australie aborigène », qui est édité chez Smolny, un valeureux éditeur toulousain, qui a fait un très très beau travail, mais bon, on y viendra dans la discussion. Je pense que ce serait pas mal de parler un petit peu de Smolny. Et au moins pour parler donc de cette enquête d'ethnologie, ou d'anthropologie comparée. Vous êtes vous-même anthropologue social et vous travaillez sur les questions des sociétés dites primitives ou dites simples, principalement en Australie, donc les sociétés aborigènes. Est-ce que vous pourriez nous dire déjà pour quelles raisons, sur ces sociétés qu'on imagine souvent relativement pacifiques, très éloignées les unes des autres, dont on connaît bien les dimensions artistiques, pourquoi s'attaquer à cette question de la violence, de la guerre et des formes de justice et donc de peine, si on peut utiliser le mot peine? Pourquoi juste pour le plaisir de jeter des petits pavés dans la mare. Non, mais quand on fait de la recherche, on essaye, tant qu'à faire, de trouver des choses qui n'ont pas trop été dites ou de s'intéresser à des problèmes qui n'ont pas assez été traités ou de retordre une idée, sinon reçue, du moins un peu trop communément admise. Alors, moi, juste je corrige un tout petit truc. Moi, je ne m'intéresse pas spécialement à l'Australie. En tous les cas, je m'y suis intéressé là ces dernières années, effectivement, de près. Moi, plus généralement, disons, j'essaye de comprendre comment fonctionnent les sociétés humaines et en particulier donc ces sociétés sans écriture qu'on connaît à la fois par la préhistoire, par l'archéologie, et par l'ethnologie, et on essaye de se servir de l'une pour faire parler l'autre et d'essayer de reconstituer un peu des choses autour de ça. Alors effectivement, le cas de l'Australie m'a interpellé, si j'ose dire, parce qu'il se dit et il se pense depuis assez longtemps maintenant, en tous les cas en France, on serait... aux États-Unis, par exemple, la discussion ne serait sûrement pas du tout... n'aurait pas commencé de la même façon. Mais voilà, c'est une idée maintenant bien reçue en France que la guerre, alors je dirais peut-être pas la violence, mais en tous les cas la vraie guerre, c'est quelque chose de tardif dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui serait arrivé, alors on va dire au plus tôt avec le néolithique, quand on a commencé à faire de l'agriculture et à se sédentariser. Et puis en fait, même là, je dirais pas que c'était en amateur, mais enfin disons, c'était pas très sérieux. Et la vraie guerre, c'est à l'âge de bronze. Et on lit ça, et il y a plein de livres qui répètent ça. Voilà. Moi, il se trouve que j'étais tombé au hasard de mes lectures un peu sur d'autres sujets, mais enfin sur des exemples de cas australiens où je me disais, mais quand même, ces gens-là, pour des gens qui sont censés ignorer la guerre, ils ont pas bien lu les préhistoriens français, quoi, parce que manifestement, ils la faisaient. Et donc, j'ai commencé à tirer le fil. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais chercher dans la littérature tous les témoignages possibles et imaginables que je trouve d'affrontements collectifs. Alors, je peux faire mon malin puisque j'ai un écran. J'en ai fait une base de données
qui m'a servi évidemment à moi pour réfléchir, et puis qui du coup est public et que les gens peuvent consulter, y compris sur Internet. Voilà, alors hein, bougez pas, voilà, elle est là. Donc vous voyez, j'ai cartographié tout ça et j'ai récupéré. Alors là, c'est 215. En fait, j'ai pas corrigé. On en est à 216. Il y a quelqu'un qui m'en a donné un nouveau. Voilà. Mais enfin, disons, voilà, 216 événements de conflits collectifs. Et avec des physionomies très très différentes. C'est-à-dire que pour certains, bon, on voit des gens, je montrerai des images éventuellement, des gens qui vont s'affronter avec des armes. Et puis en fait, dès qu'il y en a un qui est un petit peu amoché, enfin un peu, ou des fois un peu beaucoup, hein, il y a quand même des fois un ou deux morts, mais enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui est sérieusement amoché, tac, on arrête. On s'embrasse, on fait la fête, on se guérit nos blessés, etc., etc. Et ça, c'est des formes qui sont connues, y compris en dehors de l'Australie. Et des tas de gens se sont servis de ces choses-là pour dire, bah, vous voyez, ils font pas la guerre. Enfin, ils font un truc qu'on peut hâtivement qualifier de guerre, mais quand on regarde sérieusement, c'en est pas. Enfin, c'est voilà. Mais sauf qu'il n'y avait pas que ça. J'en ai trouvé aussi où il y avait un nombre de morts bien plus sérieux, et y compris, vous voyez, les points noirs, là, c'est plus de 10 morts. Alors, plus de 10 morts quand vous êtes des groupes de chasseurs-cueilleurs de, on va dire, allez, une cinquantaine de personnes, ça commence à faire sérieux. Hein. C'est autre chose qu'un petit différent au passage. Et vous voyez donc que une fois qu'on a les couleurs, hein, donc c'est jaune, c'est pas que des blessés, orange, 1 ou 2 morts, rouge, 3 à 9 et noir, plus de 10. Hein. Alors évidemment, il y a des fois où c'est à la louche, il y a des fois où c'est des estimations. J'ai essayé globalement d'être sous-estimateur. Donc dans le doute, j'ai toujours compté un nombre de morts inférieur à ce que j'aurais pu. Et vous voyez qu'au résultat, il y a quand même 51 cas d'affrontements qui ont fait plus de 10 morts. Et donc, dans ces conditions, alors moi, ça m'a semblé assez, comment dire, évidemment, après on se demande, est-ce que les observateurs étaient de bonne foi? Est-ce qu'ils n'ont pas exagéré? Est-ce que ces conflits ne sont pas dus à l'arrivée des Blancs? Hein, parce que évidemment, toutes ces questions-là, il faut se les poser. On y reviendra éventuellement dans la discussion, mais enfin la réponse était non. Ils faisaient ça pour des raisons qui leur étaient propres et qui tenaient à leur société. Et donc, oui, ils faisaient vraiment la guerre. Et alors, c'est là pour finir, enfin je m'arrête là, hein, mais c'est là où ensuite on se dit, bah, pourquoi ils font la guerre, ces gens-là, hein, puisque c'est des chasseurs-cueilleurs, donc vous voyez, ils sont comment dire, dénués de tout. Enfin, c'est évidemment un peu une plaisanterie ce que je dis là, mais enfin, ils n'ont pas de richesse. Dans leur société, on ne paye pour rien. On ne cherche pas à accumuler de la terre. On ne cherche pas à accumuler. Il n'y a pas d'esclavage. Enfin voilà, il y a quasiment pas de commerce. Enfin bon. Pourquoi ils font la guerre? Bah, pas pour piller. Pas pour faire des prisonniers, pas pour faire des esclaves, pas pour conquérir des territoires. Il y a quelques occurrences où on peut se demander si c'était pas un peu le cas, mais enfin, en gros, si c'était le cas, c'était marginal. Bref, pas pour dominer politiquement, enfin, pas pour la religion. Bref, ces gens-là font la guerre pour des raisons extrêmement bizarres, pas du tout les nôtres. Hein, et c'est aussi pour ça qu'on a tendance à penser qu'ils ne la faisaient pas, hein, vu qu'ils cochent aucune des cases. Et en fait, ils font la guerre parce qu'ils ont des différends avec les gens qui veulent affronter. Et en fait, c'est là où moi, je me suis rendu compte que la guerre en Australie, elle est exclusivement judiciaire. Et donc, en gros, à partir du moment où je me suis mis à étudier la guerre, je me suis dit, bah, si je veux vraiment comprendre ce qui se passe, il faut aussi que j'étudie la justice et toutes les formes possibles et imaginables. Et il y en a un paquet, de façon que ces gens-là ont à faire de la justice. Ma phrase n'est pas très correcte, mais j'ai perdu le début. Et de comprendre comment la guerre, finalement, s'insère dans cette affaire-là. Voilà. Alors, peut-être, est-ce que vous pourriez nous préciser sur quel type de sources vous avez travaillé ? Alors les sources, donc moi je suis un anthropologue de fauteuil. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui s'embêtent à faire le tour du monde pour aller vivre dans des endroits où il y a plein de moustiques, plein de bêtes, plein de trucs. Voilà. Moi pas du tout. Hein. Donc je reste sur mon fauteuil. Je me sers d'internet, des bibliothèques, voilà. Et c'est c'est une façon de vivre peut-être plus vieux, je sais pas. Enfin bon, en tous les cas, bon. Alors cela dit, je fais ça parce que de toute façon, il n'y a pas possibilité sur un sujet comme ça
d'aller faire du terrain. Je veux dire, ces sociétés-là, elles ont totalement disparu, ou du moins elles ont été tellement transformées qu'évidemment, tous ces mécanismes-là ont été cassés depuis longtemps. Les Blancs, quand ils sont arrivés, soit dit en passant, un des premiers trucs qu'ils ont fait, ça a été justement d'interdire la guerre. Enfin, c'est ce que fait l'État partout où il arrive. Il dit, à partir de maintenant, il n'y a plus de guerre tribale, c'est moi qui fais la justice. Il n'est plus question que vous vous tuiez entre vous. Donc mes sources, ce sont des témoignages. Alors, une petite partie sont des témoignages d'anthropologues professionnels, on en a quelques-uns, mais en réalité, pas tant que ça. Justement, les anthropologues, même quand ils font du terrain, sont pas toujours très courageux, et donc ils font du terrain une fois que les militaires, les commerçants, les missionnaires, etc. sont arrivés. Et donc ce qu'ils observent, c'est quand même des sociétés globalement pacifiées. Alors même si après ils demandent aux vieux, mais alors avant c'était comment, voilà. Mais enfin, les sources des anthropologues sont pas les plus nombreuses sur le sujet, même s'il y en a quelques-unes. Il y a beaucoup de sources qui sont des témoins, j'allais dire des amateurs. Donc l'Australie se fait coloniser. Les Blancs arrivent en 1788, tout au sud. Là, j'ai pas ma carte. L'Australie se fait coloniser à partir du sud, comme ça, dans cette direction-là. Donc, 1788, et en gros, à la fin du 19e siècle, c'est plié. Enfin, même si après, il reste quelques coins dans lesquels il n'y a pas beaucoup de blancs. Et voilà, ça continue à se tataner un peu jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais enfin, le gros des guerres qu'on trouve dans la littérature, c'est début 19e. Vous voyez, c'est bon. Donc, ça va être des colons, par exemple, des gens qui se sont installés, qui sont des propriétaires fonciers, qui font du mouton, qui emploient des aborigènes pour bosser sur leur exploitation, puis qui se sont intéressés à eux et qui racontent des choses. Voilà. Ça va être des aborigènes eux-mêmes. Il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques aborigènes dont on a recueilli la parole, et auxquels des journalistes ou des anthropologues ont fait raconter leur vie, voilà. Et puis il y a quelques personnages assez extraordinaires. Par exemple, il y a un mousse français qui venait de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, si je me trompe pas, et dont le bateau, vous voyez, a échoué là. Le môme, il avait 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Son bateau a fait naufrage ici. Il a été le seul survivant. Il s'est fait recueillir par une tribu locale. Et il a vécu 17 ans parmi ces gens-là, avant qu'il y ait un autre bateau qui revienne et qui le reprenne, ou qui l'arrache d'ailleurs. Il avait quasiment oublié le français, etc., qui le ramène en Vendée. Et là, le toubib du coin l'a fait causer pour lui faire raconter. Et alors, à cette époque-là, donc c'était 1850, 75 par là, il a dû être ramené. Le premier blanc était à plusieurs centaines de kilomètres plus loin. Donc, ce qu'il nous raconte, c'est vraiment des choses justement propres à cette société-là. Donc voilà les centaines de témoignages d'horizons un peu divers qui permettent de discuter de ça. D'horizons divers, mais vous précisez bien au début du livre, effectivement, qu'à l'arrivée des Anglais en 1788, on estime le nombre de tribus à 5 à 600 pour 750 000 personnes, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est une estimation, parce qu'évidemment, on dit entre 500 000 et 1 million de personnes sur l'Australie. Pour donner une idée, c'est grand comme les États-Unis. C'est parce que ça paraît toujours petit sur les cartes avec nos projections actuelles, mais je crois que ça fait quelque chose comme 15 fois la France en superficie. Donc, voilà. Et effectivement, alors, c'est très intéressant que vous montriez la manière dont, là où il y a des témoignages, finalement, il y a beaucoup de morts et de batailles. Ça, vous en parlez assez longuement, du fait que ce sont des sources coloniales, que effectivement les colons en arrivant ont interrompu le phénomène guerrier intertribal, notamment en décimant les populations. Et donc il ne faut pas oublier que c'est pas un recensement de la violence à l'époque, bien entendu, ni même une manière d'approcher des civilisations ou des tribus qui étaient complètement exemptes de tout lien. Voilà, il y a toujours une forme d'interprétation qui, je pense, est importante, notamment pour la période actuelle et certaines des questions qui peuvent se poser sur... Alors, comment dire, quand on fait ce genre de problème, quand on se pose ce genre de questions, comme vous dites, la question du filtre
qu'on a. Enfin, est-ce que ce que j'observe, ça montre des choses qui étaient là avant que je les observe, ou est-ce que je suis venu perturber, voilà. Est-ce que mon regard traduit bien ce que je vois, ou est-ce que, comment dire, la quantité des témoignages et leur variété quand même, parce qu'encore une fois, une partie des témoignages viennent d'aborigènes eux-mêmes, hein, fait qu'à mon avis, il n'y a aucune espèce de doute raisonnable possible sur le sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de discuter de quelque chose qui aurait été vu par deux personnes et où ensuite on peut gloser à l'infini pour savoir si ces deux personnes sont des sources fiables ou pas. Là, on a encore une fois des dizaines de sources différentes qui attestent du fait et convergentes, hein, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que même s'il y a des petites variations locales, sur l'ensemble de l'Australie, on retrouve le même type de mécanisme, le même type de phénomène, etc. Alors, sauf la guerre, hein, la justice fonctionne de la même façon partout. La guerre, on rentre dans des trucs un peu plus techniques. Il y a des endroits où on la voit pas, hein, et où manifestement les gens la faisaient pas. Quand on la voit pas, on peut se demander si elle était là, mais qu'on l'a pas vue, ou si on était en situation de la voir. Mais par exemple, vous voyez, il y a un truc qui fait bizarre ici, c'est une accumulation de points orange et jaune ici, à cet endroit-là, sur une petite île. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plein de points rien qu'à cet endroit-là, et ils sont tous, il n'y en a aucun foncé. Bon, et ben en fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait sa thèse sur le peuple qui habitait dans cette île-là, et dont la thèse est portée justement sur les histoires de vendetta, de justice. On n'est pas encore rentré là-dedans, mais enfin, une forme classique de la justice dans les sociétés sans État, c'est vous m'avez tué quelqu'un, je vous tue quelqu'un. Hein, voilà, et puis comme ça, on est quitte. Hein, et quand l'autre n'est pas d'accord qu'on avait le droit de lui tuer, il vous en retue un. Et si vous, du coup, vous n'êtes pas d'accord qu'il avait le droit de vous le retuer, vous en retuez un autre. Et ça s'appelle la vendetta dans le bassin méditerranéen, la Fed dans le, comment dire... au Moyen-Âge français, et le feu dans la littérature anglo-saxonne. Bref, ces gens-là, ils font le feu, mais ils font pas la guerre. Hein, et après, on peut se demander pourquoi à cet endroit-là. Voilà. Donc, encore une fois, il y a des variations. Hein, tout n'est pas uniforme, mais il y a une, comment dire, la musique d'ensemble, elle est claire. Et encore une fois, je crois qu'il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que c'était des phénomènes qui viennent des logiques sociales de ces sociétés avant que les Blancs arrivent, quoi. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces sociétés avant qu'on aborde la question de la justice en elle-même, mais de comment elles vivaient et quelles étaient les choses qui pouvaient amener effectivement à en découdre ou à des formes de conflit? Alors, comment elles vivaient du point de vue, comment dire, de leur subsistance. Donc, il faut voir qu'il y a des climats quand même assez variés. Hein. Sur l'Australie, c'est très grand. Hein. Donc, quand vous êtes là en bas, en gros, c'est le climat britannique, hein, quand vous êtes ici. En dessous, la Tasmanie, on dit que c'est le climat de l'Écosse. Vous voyez, bon. Donc, toute la côte est en bas est relativement arrosée. Hein, la pluie vient par là. Hein, voilà. Quand vous êtes au niveau du Cap York en haut, c'est du semi-tropical. Hein, là, dans ce coin-là, il y a des espèces de marécages. Il y a des. Voilà. Et puis, par contre, toute cette zone-là, tout ça, c'est un immense désert. Hein. Enfin, alors, c'est pas forcément le désert absolu, mais enfin, c'est quand même un désert dans lequel, y compris l'être humain, du mal à survivre avec des densités extrêmement faibles. Après, là aussi, alors il y a des variations. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont suivi récemment grande polémique en Australie avec quelqu'un qui a sorti un bouquin qui dit que, contrairement à tout ce qu'on a raconté depuis 2 siècles, les aborigènes, en fait, étaient des cultivateurs et on a dissimulé ça pour pouvoir leur piquer leurs terres, etc. Ça fait plusieurs années que ça agite beaucoup la société australienne. Il y a tout un tas de débats, de sous-entendus, ils ne sont pas sous-entendus d'ailleurs, d'implications politiques qui viennent se greffer là-dessus. Bref, non, les aborigènes ne faisaient pas d'agriculture. Ils avaient quelques formes très limitées. Alors, ils cueillaient pour certains des céréales sauvages, hein, mais ça, comme tout bon chasseur-cueilleur qui se respecte, hein, ils en faisaient des galettes, ils chassaient, ils pêchaient.
Dans certains endroits, ils avaient fait des jolis aménagements le long de certains cours d'eau, des pièges à poissons, des trucs où vous mettez des pierres, etc. Puis comme ça, les poiscailles ou les anguilles, vous les attrapez plus facilement. Enfin bon, il y avait des choses comme ça. Mais globalement, je ne sais pas si j'ai pas dû prendre de photos de ça, mais voilà, non, j'ai pas de photos. Mais enfin, globalement, vous voulez au mieux des habitations semi-permanentes, mais le plus souvent des habitations, des huttes, quoi, enfin des choses assez précaires. Donc ça, c'est pour la partie, disons, économie. Socialement, ce qui est frappant, c'est que ce sont des gens, comme je le disais, qui ignorent la richesse. Alors, j'insiste là-dessus parce que, comment dire, ça c'est important. Nous, on vit dans une société qui est marquée de toutes parts par l'argent, la richesse, le fait qu'il y a des pauvres, des riches, voilà, et la quantité de biens à laquelle on a accès détermine beaucoup de choses dans notre vie sociale. Les aborigènes, que dalle. C'est pas du tout comme ça que leur société marche. Donc, il y a quelques échanges de biens, mais qui sont assez rares parce que c'est des sociétés où il n'y a pas beaucoup de division du travail. Donc, éventuellement, par contre, il y aura des échanges entre tribus, mais qui portent sur finalement peu de choses. Et au sein de la tribu, les relations entre les gens ne passent pas par le fait de céder des propriétés. Et donc, en particulier, quelque chose qu'on rencontre dans pas mal de sociétés sans État, on ne paye pas pour se marier. On ne paye pas pour éteindre une vendetta. Quand vous êtes condamné par la justice, il n'y a pas d'amende, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prison non plus, évidemment, parce que la prison, c'est une invention étatique. Mais il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de je te transfère ma propriété, donc on est quitte. Et donc, j'anticipe un peu, mais sur la justice, ça va être vraiment une justice en termes de loi du talion, le principe de base. Tu m'as esquinté, je t'esquinte pareil, et après, c'est bon, on est quitte. Et c'est ça le comment dire le truc de base. Et il n'y a pas l'idée qu'on pourrait remplacer un meurtre par je sais pas moi une livraison de boomerang ou de kangourou, je sais pas quoi. Non, ça marche pas contre un meurtre, contre du sang humain. Il peut y avoir que du sang humain. Voilà. Par ailleurs, ce sont des sociétés donc qui vivent les gens sont globalement organisés en petits groupes. Mais enfin en petits groupes qui eux-mêmes sont liés entre eux par diverses choses. Et je crois qu'il faut insister sur la complexité de leur vie sociale. Les chasseurs-cueilleurs, on a toujours tendance à imaginer que c'est des gens, ma foi, bien simples. En général, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Et on se dit, ma foi, voilà, ils ne sont pas nombreux. Quand ils sont fâchés, ils se séparent. Quand ils ont un problème à régler, ils se mettent autour de la table. Enfin, il n'y a pas de table, mais enfin, ils se mettent autour du feu, ils discutent, et puis voilà. Puis vous voyez, on ne fait pas de formalité, quoi. On ne fait pas besoin de faire des trucs compliqués quand on n'est pas nombreux comme ça. C'est tout le contraire. Ils ont donc des systèmes de parenté, la façon d'appeler, de nommer vos parents, de classer ça pour savoir ensuite avec qui vous avez le droit de vous marier ou pas, de qui vous êtes du même sang que qui, d'une complexité absolument effroyable. Ça fait 200 ans que les anthropologues occidentaux se cassent la tête pour essayer de comprendre comment ça marche. Et là, il y a des dizaines de systèmes différents à travers l'Australie. Ils ont une vie religieuse, pareil, d'une complexité absolument abominable. Je vous assure que le mystère de la Sainte Trinité n'a rien à envier. Enfin, voilà, les Australiens ont imaginé des trucs tout aussi tordus, tout aussi compliqués, tout aussi avec des vieux qui sont des vraies bibliothèques ambulantes qui connaissent les mythes par cœur, etc., etc. Et donc, ils ont par ailleurs une vie sociale et quand il s'agit de faire la justice, où là aussi, ils ont imaginé tout un tas de procédures différentes. Et une partie de mon boulot, ça a été, il y avait déjà eu quelques travaux où les gens avaient noté un certain nombre de ces procédures en disant tiens, il y a des moments ils font ça, tiens, il y a des moments ils font ça, etc. Mais personne n'avait jamais essayé de dire mais finalement c'est quoi le Rubik's Cube, quoi. Enfin, dire comment ça marche cette affaire, pourquoi ils font ça plutôt que ça, est-ce qu'il y a des principes qui permettent de s'y retrouver dans cette affaire-là. Voilà, donc ça a été en plus de découvrir qui faisait la guerre et qui faisait la guerre judiciaire, ça a été ça mon gros boulot, c'était d'essayer de comprendre comment ça marchait toute cette affaire-là. Et donc on comprend que dans des sociétés qui n'ont pas de richesse, du coup, les raisons principales pour se faire la guerre ou devoir faire justice sont les crimes de sang et les vols de femmes.
Voilà. Après, comment dire, les infractions. D'une manière générale. Alors, vous pouvez faire une infraction, c'est comme chez nous, hein, il y a les infractions vis-à-vis de la société, et puis il y a les infractions vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Chez nous, il y a le droit civil et le droit pénal. Vous voyez, avec le truc que chez nous, quand vous tuez quelqu'un, la société considère que c'est son problème. Hein. Alors que chez les Australiens, a priori, quand vous tuez quelqu'un, c'est votre problème avec les gens que vous avez tués. Enfin, vous voyez, c'est du droit civil. Hein, voilà. Alors, chez les Australiens, c'est quoi les crimes contre la société ? Ça va être, d'une part, révéler des secrets religieux à qui n'a pas le droit de les entendre. On rigole pas avec ça. Normalement, c'est peine de mort directe là-dessus. Parce que alors en particulier, il y a un côté, les hommes ont le droit d'être initiés au secret de la religion et les femmes sont tenues à l'écart de ça et c'est un des leviers de la domination masculine. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais c'est des sociétés qui, globalement, sont quand même pas tendres du tout vis-à-vis des femmes. Là aussi, il y a l'idée que la domination masculine serait arrivée tard, après le néolithique, etc. Quand vous regardez l'Australie, c'est un démenti flagrant. Bon. Après, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire comme crime ? Révéler des secrets religieux à des non-initiés, donc femmes ou enfants. Faire un inceste. Alors l'inceste, c'est pas parce que vous avez chez nous, c'est quand on couche avec un enfant. Hein, là, c'est pas, ce qui est plutôt de la pédophilie d'ailleurs. En Australie, c'est quand vous couchez avec quelqu'un qui est du même sang que vous. Fût-ce entre adultes consentants. Et alors, comme justement les Australiens ont une façon très compliquée de compter qui est du même sang que soi, il y a des tribus où les 3/4 des gens sont du même sang que vous. Et vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels qu'avec 1/4 de votre tribu. Voilà. Donc, si vous faites un mauvais mariage ou un truc comme ça, ça peut vous coûter cher. Voilà. Donc ça, c'est les crimes que vous faites contre la collectivité. Puis après, il y a les crimes que vous pouvez faire contre quelqu'un en particulier. Donc, contre quelqu'un en particulier, vous l'avez blessé ou vous l'avez tué. Et vous l'avez tué de deux façons. C'est soit vous l'avez tué et vous l'avez embroché avec votre lance, un coup de boomerang, etc. Ou alors vous l'avez ensorcelé. Hein. Chacun sait qu'il n'y a pas de mort naturelle, hein, comme par hasard. Voilà. Donc en Australie, quand quelqu'un se fait piquer par un serpent, quand quelqu'un tombe d'un arbre, quand quelqu'un meurt, c'est toujours parce qu'il y a un gars qui l'a ensorcelé et le mec enfin un gars ou une femme, enfin ça vient toujours d'une tribu un peu lointaine. Alors pas trop lointaine, mais quand même une tribu. Voilà. Alors des fois on venge pas, mais enfin vous pouvez vous faire trucider juste parce que quelqu'un est convaincu qu'il y a un sorcier qui a dit c'est lui qui a ou c'est un gars de sa tribu qui nous a fait tomber Papy de l'arbre là, voilà. Donc bon. Et puis la dernière, effectivement, comme vous le disiez, la dernière catégorie de délit, ou de crime d'ailleurs, c'est le vol des femmes. La question des droits des hommes sur les femmes est extrêmement chatouilleuse en Australie. Hein. On ne manipule pas les biens, on ne s'amuse pas à accumuler les biens matériels, etc. On ne fait pas une société à richesse, mais par contre, on accumule des femmes, en tous les cas dans de larges parties de l'Australie. Record homologué d'un Australien, c'est 29 femmes. Dans une société de chasseurs-cueilleurs, ça commence, alors pas 29 en même temps, 29 au cours de sa vie, mais enfin quand même une bonne quinzaine en même temps. Vous voyez, c'est sur des groupes de 50 personnes quand même. Voilà. Et évidemment, du coup, il y en a qui des fois vous les volent. Des fois avec la complicité de la femme, évidemment, qui est bien contente de pouvoir s'en aller avec son amoureux, etc. Et ça, c'est un crime extrêmement grave. Et donc, ça légitime de la part du mari d'aller se faire justice. Et c'est là qu'on aborde le gros du travail, enfin en tout cas le point qui devient théorique, mais qui est vraiment basé sur tous les exemples que vous avez trouvés et les témoignages que vous avez trouvés. C'est le moment où on fait fuir tout le monde. Alors, concentrez-vous un petit peu. Non, faites un effort. En fait, toute l'explication dans le livre est limpide. Et on ne va pas vous l'infliger ce soir, rassurez-vous. Je voudrais féliciter Christophe parce que du point de vue de l'écriture, tout est très agréable à lire et très accessible, même si on peut atteindre à des points d'une certaine technicité. Il faut quand même qu'on les cite, je pense, sans aller dans le détail. Enfin, vous trouvez 3 critères pour différencier les différents... Alors, avant de rentrer dans les 3 critères, je vais vous montrer ce qu'ils font quand même, juste histoire de... Voilà, j'ai des images quand même. Alors, première forme de... Ça, c'est des guerriers qui partent, vous voyez, qui
qui se sont un peu déguisés, qui se sont mis de la craie, etc., pour ressembler à des squelettes. Double avantage, d'abord ils vont se reconnaître entre eux, comme ils attaquent souvent au petit matin. Tant qu'à faire, la guerre, vous la faites par surprise au petit matin. Hein. Donc avantage, ça fait uniforme. Et puis évidemment, les autres, quand ils se réveillent et qu'ils voient des gars déguisés en squelettes, ça met tout de suite un peu d'ambiance sur le campement. Voilà, donc première forme de justice australienne, c'est le duel, qu'on fait individuellement ou à plusieurs, ou à beaucoup. Je vais y revenir. Alors, c'est pas des duels à mort, hein. C'est le duel, on se tape dessus, et dès que ça va un petit peu trop loin, on arrête. Alors, un petit peu trop loin, à l'australienne, hein. Je veux dire, ce qui est acceptable en termes de douleur dans une société comme ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous, on considère comme insupportable. Vous voyez, donc on vous dit que le gars, il ressort du duel, par exemple, si c'est un duel au couteau à pierre, avec une cicatrice qui va du genou jusqu'à l'intérieur de l'aine et qui fait 1 centimètre de profondeur et il la garde toute sa vie. Mais ça, bon, voilà, c'est une estafilade, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc... bon, voilà. Donc, le duel, qui est quasiment plus fait pour se réconcilier que pour savoir qui a raison. Hein. C'est-à-dire que c'est très bizarre. Nous, ça serait un peu, allez, serrez-vous la main et puis on n'en parle plus. Là, c'est, bon, allez, mettez-vous un bon coup sur la tronche et puis après... voilà. Alors, vous voyez, ça c'est une photo plus récente. Ça c'était une représentation du début 19e. Hein. En réalité, c'est un bagnard qui dessinait les aborigènes tout début du 19e. Ça c'est une photo qui a été prise par un ethnologue dans les années 1925. Voilà. Donc on continue le duel. Alors ça c'est pour le châtiment corporel. Malheureusement j'ai pas d'image et puis la personne qui s'était proposée pour qu'on fasse une reconstitution finalement s'est déballonnée, mais non on peut compter sur personne. Hein. C'est pour le châtiment corporel. Donc le principe du châtiment. Je vois une dame qui s'étonne là, mais non, mais faut faire ça bien. Donc vous avez fait une grosse bêtise. On vous condamne à un châtiment corporel. 9 fois sur 10 en Australie, le châtiment corporel, on vous perce l'arrière de la cuisse, là, enfin, la jointure de la fesse, avec une lance barbelée, de part en part. Il faut que ça ressorte. Oui, aïe, oui. Il n'y a pas d'anesthésie. Hein, voilà. Mais on évite de toucher l'artère fémorale. C'est un châtiment corporel, c'est pas la peine de mort. Alors évidemment, pour que ce soit bien fait, on conçoit non seulement des trucs barbelés, mais vous voyez, le barbelé, c'est facile. Une fois que vous l'avez dans la cuisse, il suffit de découper à l'arrière et vous le ressortez par devant et c'est fini. Alors, c'est pour ça qu'on invente le barbelé double. Et oui, c'est une chance, vous voyez, c'est le double effet qui se coule. Et là, une fois que vous l'avez dans la cuisse, vous pouvez toujours tirer dans un sens ou dans l'autre, ça ne ressort pas. Et donc, on est obligé de découper la cuisse avec un couteau à pierre, hein, évidemment. Voilà. Et on a un bon public ce soir. Alors ça, c'est un truc assez étonnant, c'est de la justice sportive. Le gars a été condamné à un truc du même genre qu'un châtiment corporel, mais entre guillemets, on lui laisse sa chance. Donc lui, c'est lui qui a fait la bêtise, là, qui est là, il a juste droit à un bouclier. Ceux qui l'ont lésé sont là, avec des lances, un nombre et une distance déterminée à l'avance. Et puis tout autour, vous voyez, le reste de la tribu qui observe qu'il n'y a pas de coup fourré, qu'on fait bien ce qu'on a dit et que ça se fait dans les règles. Et lui, donc, il va chercher à esquiver les lances qui lui sont lancées. Ça existe en film. Hein. Il y a un super film d'ethno australienne, film de fiction, mais qui se déroule dans l'ancien temps, qui s'appelle 150 lances, 10 canoës et 3 épouses. Ça se trouve sur YouTube, etc. Et c'est vraiment un film très intéressant. Et il y a une scène comme ça, qui n'est pas exactement celle-là, mais qui ressemble beaucoup, et qui est cette procédure-là. Et si le mec s'en tire, sans dommage, alors des fois on dit, il aura quand même le châtiment corporel, parce que c'est la peine planchée, vous voyez, c'est le truc. Puis des fois on dit, c'est bon, il s'en est sorti sans dommage, tant mieux pour lui. Alors ça, c'est le duel collectif, c'est la bataille rangée, mais la bataille rangée où il n'y aura pas forcément, encore une fois, c'est les points jaunes et oranges de ma base de données. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un ou deux qui commencent à être sérieusement amochés, on dit allez, on arrête, et puis on fait la fête. Alors, ça se finit par une bringue. Hein. C'est le soir, on se réconcilie, et ça y est, on a apaisé nos différends, jusqu'à la prochaine fois, évidemment.
Et en bataille rangée, alors la plus belle représentation qu'on ait, c'est une dame qui avait assisté à une scène comme ça, une occidentale, hein, enfin une colonne, je sais pas comment on peut appeler, une colonisatrice, une femme de colon, qui avait assisté à ça au milieu des années 1840 et qui l'a peint de mémoire quelques décennies plus tard. Alors vous regarderez de près, elle se trouve facilement. Il y a ceux qui sont en train de lancer leur lance là de côté. Il y a ceux qui sont passés au corps à corps et qui se mandalent avec des casse-têtes. Il y a des femmes là qui sont en train de se battre entre elles à grands coups de bâton à fouillir. Puis il y a un vieux là, il y a 2-3 vieux qui eux sont trop usés là, qui est pour se battre. Et là en fait il y a un troisième groupe qui est en train d'arriver et qui va les aider à dire bon allez stop, c'est bon, on arrête. Vous êtes assez maravés comme ça. Ça c'est un groupe de vengeurs. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un a été tué. On s'est réunis. On a dit bon bah voilà, le coup vient de la tribu machin chose. Donc on part en expédition vers la tribu machin chose, selon les circonstances, soit pour tuer Bidule parce qu'on sait que c'est Bidule qui a fait le coup, soit pour tuer un des machins choses, n'importe lequel. Ils nous en ont tué un, on leur en tue un et c'est bon, on est quitte. Hein, donc c'est la vendetta australienne si vous voulez. Voilà, ça c'est les armes. Alors, comment ça marche tout ça ? Pour faire pas trop compliqué. Il y a un très bel exemple d'une embuscade dans votre livre. Bel exemple d'embuscade, oh oui. Très bel exemple d'embuscade. Si je peux lire le témoignage. Donc vous dites, à l'origine des événements se trouve une dramatique inondation qui frappe l'ensemble de la région, occasionnant de nombreux morts. Une fois les eaux retirées et l'abondance revenue, le grand guerrier Warrenby s'adresse à sa tribu en ces termes. « Nous n'avons pas provoqué cette terrible inondation, mais on nous en accusera car c'est dans notre pays qu'elles naissent. Beaucoup de gens sur ces îles ont été noyés et leurs parents vont venir nous tuer pour compenser leur mort. Nous devons fabriquer beaucoup de lances et de boomerangs. Nous devons avoir davantage de nula-nula, des massues. » Quelques semaines plus tard, un étranger, membre de la tribu Yangarl, s'aventure sur l'île. Interrogé par Warrenby, il nie toute intention hostile et affirme simplement rechercher des parents disparus. Une réponse qui ne convainc pas son interlocuteur. Il pue comme du dégueulis de poisson. Je pense que c'est un espion envoyé par les Yangarl pour voir quelles sont nos forces. Nous devons le tuer. On resservit à manger aux Yangarl et pendant qu'il se régalait, Warrenby le transperça d'une lance. Ils emportèrent son cadavre et le jetèrent aux requins. Vous dites, quelque temps après, une troupe nombreuse approche, couverte de peintures de guerre et brandissant ses armes. Tandis que les guerriers Lardil se dissimulent en embuscade, Warrenby part à sa rencontre. « Les gars, pourquoi êtes-vous venus jusqu'ici ? » « Nous sommes venus pour vous tuer tous, les Larumbanda, parce que vous avez provoqué l'inondation et que beaucoup de gens sont morts, répliquèrent-ils en criant. Warrenby fit mine d'être effrayé et leur dit de s'en aller et de laisser les pauvres Larumbanda en paix, car la plupart d'entre eux avaient eux aussi été noyés. Les Yangarl crurent Warrenby, car ils ne pouvaient voir aucune trace d'homme autour du gué. Ils commencèrent à se réjouir à l'idée d'exécuter quelques hommes en toute facilité, puis de capturer leurs femmes et leurs enfants. Le peureux Warrenby et ses 2 saguets à poissons ne leur inspiraient aucune crainte. Tout en continuant de leur crier de repartir, Warrenby ne cessait de se rapprocher des Yangarl. Ceux-ci ne savaient pas que Warrenby pouvait jeter une saguet plus loin que quiconque, et durant tout ce temps, il évaluait la distance qui le séparait d'eux. C'est avec un complet effet de surprise que sa première saguet fit irruption parmi la troupe bondissante, plongeant sa double tête barbelée dans la gorge d'un Yangarl et l'abattant sur le sable, agité de soubresauts. Les Yangarl hurlèrent alors de rage contre Warrenby et se précipitèrent vers lui, tentant de parvenir à portée de saguet, ajustant tout en courant les extrémités creuses des projectiles sur les crochets de leurs propulseurs. Warrenby prit lui aussi ses jambes à son cou, mais lorsque la première saguet se ficha dans la boue près de lui,
il fit volte-face et envoya sa deuxième lance, les défiant de la voie tandis que son missile terminait sa course dans l'estomac d'un de ses adversaires. Le combat se poursuivit à la course. Le puissant Warrenby gardant facilement ses distances avec la troupe qui le poursuivait en hurlant. De temps à autre, il se retournait, attendait qu'une sagaie lui parvienne, la parait habilement de son propulseur, la ramassait et la renvoyait à l'ennemi avant de reprendre sa course en direction de la plage à Dolgarum. Lorsqu'il atteignit sa destination, 2 yangarls de plus avaient mordu la poussière, leurs 2 mains crispées sur les saguets qui les avaient embrochés. Le piège se refermait à présent sur les yangarls, qui avaient jeté la plupart de leurs munitions durant la course-poursuite. Leurs cris de guerre se changèrent en hurlements de terreur lorsque, sur leurs 2 flancs, un groupe se dressa au-dessus des herbes et commença à leur jeter des saguets et des boomerangs. Les envahisseurs tentèrent d'échapper aux traquenards, mais les saguets qui sifflaient et les boomerangs qui virevoltaient les clouèrent sur place. Un seul homme parvint à s'échapper jusqu'au gué, mais Warrenby, le poursuivant sans relâche et le rattrapant vers la mangrove, mit fin à sa vie d'un jet de saguet. Les Larumbanda traitèrent les yangarls avec la même pitié qu'ils auraient reçue d'eux. Déambulant parmi les blessés, ils leur broyèrent le crâne avec des nula-nula jusqu'à ce que tous soient morts. Ils traînèrent alors les corps jusqu'à la rive et les jetèrent dans les eaux profondes en disant « Tiens, mérou, tiens, requin, vous tous, gens de la mer, vous pouvez vous remplir l'estomac. » C'est sympa. Hein. C'est le point noir qui est ici, celui-là. Ça se passe là. Alors, juste un détail, mais ce récit, il émane des aborigènes eux-mêmes, dans une autobiographie rédigée donc au milieu, dans les années 60, de quelqu'un qui avait vécu, disons, première moitié du XXe siècle. Après, c'est un récit ex post. Enfin, vous voyez, on raconte les exploits du grand guerrier de la tribu qui. Voilà. Alors, c'est sans doute un petit peu. Vous voyez, il est fort, hein, Warrenby quand même. Hein, à chaque fois qu'il envoie une lance, ça touche. Il court plus vite que tout le monde. Il est plus malin que les autres. Enfin voilà, c'est quand même. C'est un peu la chanson de Roland, si vous voyez. Voilà. Ça n'empêche que. Après, évidemment, on peut penser que tout ça est enjolivé, mais ce que ça raconte, on le retrouve encore une fois dans des dizaines d'autres récits d'une autre façon, quoi. Voilà. Alors, pour en revenir à nos affaires de justice, alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails techniques quand même, parce que déjà à l'écrit, ça pique un peu, mais enfin à l'oral, voilà. Non, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, je vous disais, c'est que le fond de l'affaire, c'est la loi du talion. Hein, ça, c'est la base. Hein, donc œil pour œil, dent pour dent, etc. Ça, c'est un truc bien connu dans les sociétés. Alors déjà, dans les sociétés sans État en général, et dans les sociétés sans richesse en particulier. Alors dans les sociétés sans État en général, parce que je fais une petite parenthèse, mais nous, on sait tous que l'État a le monopole de la violence légitime. Hein, voilà. Donc on ne se fait pas justice nous-mêmes. C'est un principe. Même si quelqu'un vous a fait un truc abominable, et même si vous avez moralement le droit de vouloir vous venger, c'est interdit par la société. Vous n'avez pas le droit de vous venger vous-même. Il faut passer par l'État. Bon. Dans toutes les sociétés sans État, c'est exactement le contraire. D'abord, vous ne pouvez pas passer par l'État pour vous faire valoir vos droits, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas aller porter plainte au commissariat. Et donc, non seulement vous pouvez vous faire justice vous-même, mais vous devez vous faire justice vous-même. Si vous ne le faites pas, vous êtes un moins que rien. Et là, vous avez toute votre famille qui vous tombe dessus en vous disant que vous êtes un nul, que vous ne trouverez jamais à vous marier, que vous êtes la honte, etc., etc. Donc, il faut bien voir que c'est des sociétés où, le fait d'exercer la violence pour défendre ses droits fait partie des nécessités de la vie, au même titre que de se lever le matin pour aller chasser le kangourou ou de ramasser du blé sauvage. Vous voyez, bon. Alors, le principe, donc,
j'allais dire universel, mais en tous les cas dans toutes les sociétés qu'on observe, ce principe de la loi du talion, ça n'a rien d'aborigène, hein, c'est un truc qu'on retrouve absolument partout, pour des raisons d'ailleurs assez évidentes, hein, c'est le bon compromis. Hein, si vous laissez les gens vous écrabouiller sans jamais répondre, bah, évidemment, ça les encourage à continuer. Hein, mais d'un autre côté, si vous répliquez beaucoup plus fort que ce qu'on vous a fait, ça peut éventuellement, eux, les inciter à répliquer encore plus fort. Enfin, voilà. Donc le point d'équilibre qu'on cherche à atteindre, c'est en gros, tu m'as tué quelqu'un, je te tue quelqu'un, ou tu m'as blessé la tête, je te blesse la tête. Enfin, vous voyez, on décline. Hein, voilà. Il y en a des plus physiques. En Australie, c'est très physique. Hein. La justice, hein, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de contrition, il n'y a pas je recommencerai plus, etc. Ça n'a rien à cirer. Personne ne vous demande ce que vous en pensez. Vous avez fait couler le sang, on fait couler le vôtre, et puis c'est tout. Les Esquimaux, par exemple, sur le même principe, sont très psy. Hein. C'est très ah oui, non, mais je me rends compte, j'aurais pas dû, je le ferai plus, etc. Allez, c'est bien. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'il y a la loi du talion, mais il y a un autre principe qui agit derrière, et celui-là, je pense que, enfin, en tous les cas, moi, je l'ai jamais trouvé nulle part formulé de manière claire, c'est que, moi, j'ai appelé ça la modulation. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de la base de la loi du talion, selon les relations sociales que vous avez avec les gens avec qui vous avez un différend, ben, vous allez la moduler, soit dans le sens de l'atténuation, soit au contraire dans le sens de l'exagération. C'est-à-dire que si les gens qui ont commis un tort sont de votre groupe, on va dire, sont très liés à vous, bah, même s'ils ont fait un meurtre, vous n'allez pas punir le meurtre par un meurtre. Typiquement, pour un meurtre, vous allez organiser un châtiment corporel ou une épreuve de pénalité. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire couler le sang, mais on ne va pas tuer, quoi. Voyez, et puis ça sera bon comme ça, quoi. Voilà. Bon. Si c'est des gens avec qui, bah, ma foi, vous avez des relations correctes, mais sans plus, hein, ou donc c'est des gens, on peut attendre d'eux qui se comportent comme des gens normaux, mais on se méfie aussi d'eux parce qu'on sait bien que quand même c'est des fourbes, c'est pas des gens comme nous quand même. Hein. Enfin voilà. Faut se rendre compte du degré de xénophobie qui existe dans ces sociétés. Enfin, je veux dire, à 20 bornes, c'est déjà plus vraiment des êtres humains. Hein. Enfin, c'est déjà plus vraiment des êtres humains comme nous. Et à 50, c'est carrément des sauvages, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, les Blancs n'ont pas inventé le racisme. Hein. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, comment dire, si vous avez des relations, on va dire, correctes mais sans plus, eh ben, vous allez pratiquer la loi du talion stricte. Donc, vous allez monter ce genre de truc, par exemple, contre un meurtre. Vous faites un meurtre, une expédition, et vous dites 1 pour 1, 2 pour 2, etc. C'est bon, on est quitte. Et puis, si pour une raison ou pour une autre, eh ben, vous avez des relations déplorables avec les gens en question, que c'est vos ennemis héréditaires, que justement les problèmes se sont multipliés avec eux. Jusque-là, on s'entendait bien, mais depuis quelques années, ils nous ont piqué une femme, ils nous l'ont jamais rendue, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, etc. Bref, il y a un moment où ça va bien, il va falloir leur donner une bonne leçon. Et ben, vous voyez, on part pour l'escalade. Et en fait, en Australie, la guerre, c'est vraiment une guerre de vengeance. C'est une guerre, comme je disais, judiciaire. C'est de la vendetta qui dégénère. Dans la vendetta, vous comptez combien vous allez tuer de gens. Hein, vous dites, on m'en a tué 2, j'en tue 2. Et puis c'est bon, on s'arrête là. Si l'autre est d'accord, évidemment. Si l'autre n'est pas d'accord, ça continue. Mais enfin, il y a l'idée de on équilibre. Alors que la guerre, il n'y a plus l'idée d'on équilibre. Il y a l'idée de on leur flanque une rouste. Là, quand on voit le récit de Warren B, les autres ne viennent pas pour dire on va vous en tuer 4 et c'est bon. Ça arrive hein, des fois. Des fois, il y a les gars, ils arrivent, ils disent voilà, on en veut 3 de chez vous. Il y a un récit comme ça, je me permets cette parenthèse parce que c'est assez succulent. C'est cette tribu-là, hein, les Aranda, là dans le désert. Ils vont voir la tribu qui a à 80 bornes, les derniers. Bon, alors les autres voient arriver une troupe de guerriers comme ça, ils disent oula, ça, ils ont pas l'air contents. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On envoie les femmes. Les femmes qui disent voulez-vous avoir des rapports sexuels avec nous et puis comme ça on serait quitte. C'est un truc qui se fait en Australie, vous voyez. Donc voilà. Alors là les autres disent non, on veut pas un rapport sexuel avec vous. Alors que les femmes retournent voir les vieux, disent non, ils veulent pas, donc ils ont l'air vraiment fâchés. Bon. Donc on les reçoit et là les gars disent voilà, vous les Ilora là ça va bien, ça fait 3 gars que vous nous tuez par sorcellerie là.
on veut 3 gars de chez vous. Voilà, n'importe lesquels, mais ça commence à bien faire. Les vieux disent, bon, on va réfléchir, bougez pas, on vous dit. Et là, les vieux discutent. Et il se trouve justement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent 3 gars chez eux qui leur posent problème. Il y a un gars qui s'est mal marié, il est marié inceste, mais dès qu'on a essayé de le latter, tous les gars qu'on a envoyés contre lui, c'est lui qui les a démolis. Donc voilà, il y a un gars, c'est un fouteur de merde, il n'arrête pas d'aller piquer des femmes à droite à gauche, à cause de lui, les autres viennent, ils sont pas contents, etc. Et donc vous voyez, les vieux profitent de l'occasion pour essayer de se débarrasser de 3 gêneurs qu'ils ont à l'intérieur. Et du coup, alors il y en a, pour la petite histoire, il y en a 2 qui se font dégommer, il y en a un qui arrive à prendre la fuite, qui se méfie, et ils n'arrivent pas à l'avoir. Voilà. Mais bon, encore une fois, donc dans la vendetta, dans le feud, on compte pour équilibrer les morts. Et la guerre, c'est un feud qui a dégénéré et où là, on compte plus. Et alors, cette guerre judiciaire donc australienne. Voilà. Et c'est comme ça que la guerre, si vous voulez, s'emboîte en quelque sorte dans la justice. C'est de la justice sans frein. C'est de la justice où il n'y a plus de... on a enlevé le frein à main et là, on y va pour être, pour leur donner une bonne leçon une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà. Oui, parce que pour le coup, la justice, alors on parle d'embuscade, de châtiment, tout ça, mais c'est extrêmement codifié. Et tout le monde sait parfaitement que dans ces batailles rangées, on va s'arrêter à plusieurs blessés ou à un mort ou à 2 morts. Tout le monde est au courant de ça. Au bout des 2 morts, il y a un arbitre qui vient et qui dit stop, maintenant c'est bon. Absolument. Alors, il y a des variations locales. Je suis tombé sur un témoignage là depuis que je regrette de ne pas avoir eu au moment du bouquin, mais de toute façon, on passe son temps comme ça à dire ah tiens si j'avais eu ça. Mais où le gars disait, un blanc qui racontait dans le coin du Queensland là sur la côte est, et où il disait bon alors les batailles comme ça, les batailles régulées. Les duels collectifs, là, dans mon coin, voilà, on savait que au bout de 3-4 grosses plaies et bosses, ça s'arrêtait, c'est bon, voilà. Sauf quand c'était les machins qui venaient. Alors, avec eux, on savait que les relations étaient plus tendues. Donc là, par contre, il y avait un peu plus de casse, quand on se méfiait plus. Mais l'état des relations comme ça, effectivement, donnait le ton. Et comme vous le dites, oui, c'est absolument extrêmement codifié. On ne fait pas n'importe quoi. On vit en société. On vit en société sans État. Mais on vit en société et il n'est pas question de faire... on ne fait pas ce qu'on veut. On a la libre disposition de la violence. C'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, un peu comme vous... je sais pas moi, on n'a pas pour se déplacer, on n'a pas de permis, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Chacun prend sa voiture comme il veut, mais il y a un code de la route. On n'est pas censé faire n'importe quoi. Là, la violence, si vous voulez, elle a la libre disposition de chacun, mais qui n'est pas censé en faire n'importe quoi quand même. Après, il y avait des fous furieux qui en faisaient n'importe quoi et qui posaient un problème à la société, qui essayaient de les circonvenir. Mais ça, c'est encore autre chose. Et notamment, moi, un cas qui m'a assez marqué, c'est dans les cas des duels, donc de forme de justice symétrique. Si jamais le coupable gagnait le duel, il se mettait à genoux, il prenait un coup de massue sur la tête. Parce que ça peut pas être le coupable qui ressort victorieux sans avoir une blessure, un châtiment. Oui, il y a des formes alambiquées comme ça, on ne sait plus très bien de quoi il retourne. Alors, moi, j'ai mes sources, alors je suis content, j'en ai beaucoup. Et puis après, je me mets à leur poser plein de questions. Et puis évidemment, plus je pose des questions précises, et plus je me retrouve avec de moins en moins de sources au fur et à mesure. Puis il y a un moment où je me dis, là par contre, je ne sais plus. Donc sur les duels, on voit des trucs étonnants. On voit des duels manifestement où le gagnant emporte le morceau judiciaire, le duel que nous, on a tendance à privilégier. C'est-à-dire c'est le gagnant qui a raison, quoi. Il y a machin qui est parti avec la femme de truc, machin et truc s'expliquent, celui qui gagne garde sa femme, quoi. Voilà, bon. Il y a des cas comme ça. Et puis, il y a des cas effectivement bizarres. Il y a des cas où le duel va commencer par un châtiment corporel. C'est-à-dire qu'avant même qu'on commence le duel, il y a celui qui est fautif, qui va présenter sa tête comme ça, et l'autre va commencer par lui emmancher un grand coup sur le crâne. Et après, on fait un duel. Et là, on se dit, en fait, le duel là, il ne sert pas du tout à régler l'affaire. L'affaire, elle est réglée avant. Le duel sert simplement de procédure de réconciliation. Voilà. Et puis, il y a des cas étranges où on se dit,
ils ont l'air de savoir en fait qui est le coupable et qui est dans son bon droit, mais on les laisse quand même faire le duel. Et si le duel ne donne pas le résultat attendu, là on corrige en mettant un coup sur le crâne de celui qui a gagné. Enfin, vous voyez, tout ça est extrêmement raffiné, extrêmement alambiqué. Et effectivement, alors je ne l'ai pas dit, mais tout est prescrit. Les duels, vous ne les faites pas avec n'importe quelles armes. Vous n'avez pas le droit d'utiliser tel type de lance dans le cadre d'un duel. C'est l'occasion, enfin là, je vais peut-être développer un peu, mais un point dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui est très important. Ils ont des armes de guerre. On a toujours l'habitude, enfin souvent on lit en préhistoire que l'humanité, en tous les cas l'humanité européenne, n'aurait inventé l'arme de guerre qu'avec le bronze. Vous voyez, l'épée de bronze, le bouclier de bronze. Et voilà. Et avant, des fois les gens ils se battaient, mais ils se battaient avec les armes de chasse, avec les arcs, etc. Et sous-entendu, c'est qu'à partir du moment où nous, archéologues, on est capable d'identifier un truc où on est sûr que c'est une arme de guerre, que les sociétés auraient inventé les armes de guerre, mais pas avant. Ce qui est évidemment un raisonnement biaisé. Les Australiens ont des armes spécialement pour le combat et des armes spécialement pour la guerre, ce qui n'est pas la même chose. Enfin, donc il y a des armes de combat, à commencer par le bouclier, avec 2 types de boucliers en Australie. Vous voyez, le bouclier, disons, un peu standard, mince comme ça. Au passage, je suis allé voir cet après-midi, il y en a un au muséum de Toulouse. C'est la seule arme australienne qui est, mais voilà, il y a un bouclier. Et puis alors, le bouclier australien typique, qui est un peu étonnant, vous voyez, il est super mince, mais extrêmement épais. Et en fait, tout ça parce que ça, c'est un bouclier à massue, en fait, ça. C'est-à-dire que c'est quand vous vous battez au corps à corps pour parer des coups de massue. Parce que si vous essayez de parer un coup de massue avec ça, le machin, il éclate au premier coup, quoi. Voilà. Donc, ils ont des choses comme ça. Ils ont des massues, ça, c'est pas pour chasser les kangourous. C'est coudé comme ça, justement pour contourner un bouclier. Donc, toute l'astuce, c'est d'arriver à faire le tour du bouclier et pique un grand coup sur la tête avec la pointe, comme ça, pareil, ça fait très très mal. Voilà. Des machins comme ça qui sont à cheval entre la massue et le boomerang. Donc, si vous voulez, vous pouvez à la fois frapper votre adversaire comme ça, et vous pouvez le lancer, ça va faire un vol plané rotatif. Et apparemment, on peut casser un bras ou une jambe avec un machin comme ça. J'ai pas essayé en vrai. Par contre, j'en ai sous-pesé 2 ou 3. Je peux vous dire, ça donne pas. Enfin, bon, je suis douillet, mais ça donne pas envie d'essayer quand même. Enfin, ça dépend qui est du côté du manche, évidemment, mais voilà. Ils ont des épées, soit dit en passant, pareil. L'épée qui aurait été inventée avec le bronze, etc. Alors, c'est des épées de bois qui font ce qu'elles peuvent côté pointe. C'est plutôt des sabres, en fait. C'est pas des épées vous pouvez pas faire des trucs qui embrochent avec du bois. Mais il paraît que c'était quand même suffisamment tranchant pour faire éclater les chairs. Voilà. Sachant qu'il y a la version à une main, et vous voyez, la version à 2 mains, là, comme ça, vous faites tournoyer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les barbelures, de toutes sortes. Alors, la plus alambiquée étant celle-là. Donc là, vous voyez, ça s'appelle la lance de mort dans la littérature, ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 30-40 derniers centimètres de votre lance, vous enduisez avec de la résine, de la gomme, d'acacia, quelque chose comme ça, et puis vous plantez dedans des petits coquillages, des bouts de quartz, n'importe quoi qui va bien découper, bien se détacher. Et comme ça, quand vous la lancez avec un mouvement rotatif, d'abord la force de pénétration de la lance est démultipliée. On a des témoignages d'un officier anglais, donc a priori pas suspect d'exagération, qui dit qu'il y a un marin, enfin un de ses soldats, qui a été percé de part en part par un truc comme ça. Et donc non seulement ça fait un gros trou et ça perce, mais si ça perce pas et que ça reste dedans, quand vous retirez la lance, et bien évidemment, les petits morceaux se détachent, ils restent à l'intérieur, ça s'infecte, et comme ça, ça vous donne une deuxième chance, si j'ose dire, d'éclater votre ennemi. Voilà. Alors, tout ça pour dire que la guerre, enfin on parlait tout à l'heure des embuscades, la guerre est une activité en Australie qui implique à la fois une certaine organisation humaine, des sentinelles, des espions, c'était mentionné d'ailleurs dans le truc, mais enfin c'est un truc sérieux, enfin, je veux dire, la guerre vous risquez votre peau, quand les mecs partent en guerre,
Ils font ça bien, ils n'ont pas envie d'y rester. Et donc, on envoie des espions pour essayer de localiser l'ennemi pour pouvoir le prendre par surprise. Et encore une fois, on a des armes spécifiques. Voilà. Le truc, alors pour l'instant, je n'ai pas beaucoup parlé archéologie. Le truc qui est quand même intéressant dans tout ça, c'est quand on se demande, mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve en archéo de tout ça? Et la réponse est rien, ou à peu près. Et on ne retrouve rien pour différentes raisons. D'abord parce que l'essentiel de leur armement, il est en bois. Et les armes en bois, ma foi, enfin les armes, pas seulement les armes, mais les objets en bois, hormis coup de bol exceptionnel, en archéologie, ça dure pas longtemps, donc on les retrouve pas. Y compris, on a ici à Toulouse un digne aéropage de préhistoriens qui spécialisent du paléo supérieur européen. Quand ils retrouvent des armes, c'est ça qu'ils retrouvent, hein. C'est la pointe. Et à tel point qu'ils savent d'ailleurs, par exemple, pas si c'est une pointe de flèche, une pointe de saguet, une pointe de... on peut dire elle est petite, elle est moyenne ou elle est grosse, mais on n'a pas le reste, hein. Voilà, bon. Donc le bois en Australie, il y a très peu de pointes en pierre, hein. Il y en a dans un tout petit bout au nord-ouest du territoire, mais c'est tout. Donc les armes, en archéo, on ne les retrouve pas. Par exemple, les boucliers, au moment où les Blancs arrivent, tous les Australiens de tout le continent ont des boucliers. C'est la pièce d'équipement de base de tout le monde. En archéo australienne, avant 1788, des boucliers, il n'y en a pas un. Voilà, on n'a pas retrouvé. Donc forcément, ils en avaient, mais ça ne s'est pas conservé. C'est des pièces extrêmement fragiles. Est-ce qu'on pourrait retrouver les cadavres? Les Australiens n'enterrent pas les remords, ou très rarement. Ils ont tout un tas de procédures, de façon de traiter les cadavres, et en particulier quand ils sont morts de mort violente. Des traitements qui font que les archéologues derrière sont bien attrapés, parce que la plupart des tribus, par exemple, une bonne partie des tribus, en tous les cas, pratiquaient l'anthropophagie. Ça se divise entre ceux qui bouffaient les ennemis et ceux qui bouffaient leurs propres morts. Ouais, ce qu'on appelle l'exocannibalisme ou l'endocannibalisme. Mais enfin, dans les deux cas, si vous voulez, les gens qui étaient morts à la guerre, on les dépiotait, on en mangeait des petits bouts, on laissait ça, on les abandonnait, ou alors on les mettait sur des plateformes. Enfin, tout un tas de choses qui font que l'archéologue là-dessus, il n'a aucune chance de retrouver quoi que ce soit. Et donc la guerre, elle est omniprésente dans les témoignages ethnologiques et presque totalement absente de toute l'archéo. Il y a un truc qui témoigne de la guerre, vraisemblablement, en Australie, c'est qu'il y a un coin où dans leur art, ils ont dessiné des affrontements. Il y a une zone de l'Australie, c'est ça. Vous voyez, où on voit, il y a la plus grosse figure, il y a une soixantaine de gens en train de se frapper les uns les autres, là, et où on voit, vous voyez, ça, manifestement, c'est des lances barbelées, et ça, c'est des propulseurs. Vous voyez, voilà. Je rappelle, hein, le propulseur, ça, on l'a peut-être pas dit, hein, c'est un morceau de bois sur lequel vous allez poser votre lance, comme ça, votre saguet, et qui démultiplie la puissance du jet. Hein, et c'est le premier tir assisté avant qu'on invente l'arc. Hein, et les Australiens sont jamais passés à l'arc. Hein, ils sont toujours restés au propulseur. Mais bon, bref, si on accepte donc ce témoignage, alors ça, on a des peintures qui remontent à 10 000 ans, hein, quand même. Mais plus on remonte, moins elles sont claires. Mais enfin, il y a des scènes de combat qui remontent à 10 000 ans. Est-ce que c'était des guerres ou est-ce que c'était des combats qui n'étaient pas des guerres? Ça, on n'a aucun moyen de le savoir. Mais enfin, c'est quand même les plus vieilles scènes de combat humain au monde. C'est un art figuratif. Mais par exemple, nous qui avons... dans notre art, dans l'art des cavernes, ce qu'on appelle des cavernes, si on l'a retrouvé, c'est celui des cavernes qu'on a le plus retrouvé, hein, mais il ne faisait peut-être pas de l'arc dans les cavernes. L'être humain étant quasiment pas représenté, s'il y avait des guerres, c'est pas par là qu'on peut le savoir. Mais c'est donc frappant de constater à quel point la guerre peut être omniprésente dans les données, ne faire aucun doute quand on prend les données ethnologiques et être quasiment invisible sur le plan archéologique, ce qui évidemment oblige à se dire du coup un peu de prudence, c'est pas parce que je la vois pas par exemple à l'époque de Lascaux qu'il n'y en avait pas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce qu'on ne la voit pas qu'il y en avait, hein, soyons bien clairs. Mais je dis qu'on n'a pas le droit de fermer la porte
avant de s'être posé la question, quitte à devoir répondre qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas de moyen de répondre. Hein, mais voilà. Avant de vous laisser la parole, parce qu'il y a certainement des questions qui vont émerger dans la salle, moi j'en aurais une, quelque chose quand même. Vous parlez de faits de sorcellerie, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mort, c'est que forcément il y a un coupable qui a... C'est bien connu, hein. Voilà, qui a été, le mort a été ensorcelé. Tout le monde sait ça. Est-ce que vous avez trouvé des traces de justice par la sorcellerie ? Ah oui, ah bah oui. Alors, comprenez de toute façon, le principe de chaque fois qu'on m'a tué quelqu'un, il faut que je tue celui ou quelqu'un du groupe qui m'a tué. Vous pouvez pas l'appliquer strictement. Si vous faites ça, en moins de 2, il n'y a plus personne sur le continent. Donc vous voyez bien que ça, c'est la théorie. Après, on s'arrange. Alors des fois, comme je dis, on s'arrangeait dans le sens de plus de conflits. Hein, et puis des fois, on s'arrangeait dans le sens de l'atténuation. Alors, l'atténuation la plus courante, c'était tout simplement de rien faire. Hein, on nous a tué quelqu'un. Bon, alors si le quelqu'un en question, c'est un vieux, une vieille, toute décrépie, qui, voilà, ah bah c'est pas bien. Ah bah non, c'est pas bien. Voilà. Et puis, est-ce qu'on fait quelque chose ? Bah pas forcément. Alors, en plus, des fois, il y a est-ce qu'on fait quelque chose ? C'est qui nous l'a tué ? Ah, ça doit être eux là-bas. Oula, ouais, mais eux, ils sont costauds. Hein. On le vengera plus tard. Hein, voilà, parce qu'il faut aussi avoir les moyens. Hein. Se faire justice soi-même, ça c'est bien gentil, mais il faut aussi avoir un minimum de rapport de force pour voilà. Et donc une façon un peu, à mon avis, hypocrite, mais bon voilà, je suis pas dans leur tête, mais de s'en sortir, c'était de se venger par sorcellerie. Ni vu ni ouais. Ah, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Hein. Alors après, est-ce qu'ils y croyaient suffisamment la capacité de l'être humain à se mentir à lui-même, je vous apprends rien et sans fin. Je pense qu'ils y croyaient pas complètement. La meilleure preuve, c'est que quand même, quand ils voulaient vraiment dégommer les gens, ils prenaient leur lance barbelée, leur bouclier, ils allaient les dégommer. Donc, quelque part au fond d'eux-mêmes, ils savaient quand même bien que la sorcellerie, ça marchait un peu moins bien que la lance barbelée. Hein. Mais effectivement, dans tout un tas de situations, on se vengeait par sorcellerie en disant c'est bon, on a fait notre devoir, quoi. Voilà. Bon. C'était une demi-échappatoire, on va dire. Par contre, les gens, quelqu'un qui pensait qu'il avait été ensorcelé. L'effet nocebo, vous connaissez, c'est le contraire de l'effet placebo. Hein, l'effet placebo, c'est quand vous prenez de l'homéopathie ou de l'eau de lourde et que vous allez vachement mieux. L'effet nocebo, c'est quand on vous dit que vous avez été ensorcelé et que du coup vous allez vachement plus mal. Hein, et on cite le cas de gens morts, littéralement morts, en apprenant qu'ils avaient été ensorcelés ou en étant persuadés qu'ils l'avaient été. Bon, pas de raison de douter de ça, hein, mais voilà. Et c'est quelque chose qui, pour moi, libraire et lecteur du coup pas mal d'ethno, est assez surprenant ces temps-ci parce que on a une ethnologie qui, à l'heure actuelle, certainement à la suite des travaux de Descola notamment, cherche toujours à se mettre dans la tête, dans les mythes, dans les visions, dans les raisonnements des personnes étudiées, des peuples étudiés, alors que vous appliquez une anthropologie résolument matérialiste. Alors, comment dire ? Qu'on puisse se mettre dans la tête des gens qu'on étudie pour essayer de comprendre comment eux ils voient ça, c'est absolument légitime. Enfin, ça pose aucun problème. Voilà. Le problème, c'est quand on se met à dire que le chamanisme, c'est ni plus ni moins vrai que la médecine et que la science. Là, moi, je coince. Voilà. Donc, qu'on dise, voilà, ces gens-là, ils ont une vision du monde qui fait que, etc. Essayons de comprendre comment ils voient le monde, pourquoi ils le voient comme ça, et ça ne me pose aucun problème, c'est un objet scientifique. Là où effectivement je trouve qu'il y a de forts glissements par les temps qui courent, c'est qu'on proclame que toutes les visions du monde se valent, il n'y en a pas des plus justes que d'autres, et puis après tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça existe vraiment ? Après tout, chacun voit l'univers comme il a envie, et puis il y a autant d'univers que de gens qui le voient, enfin, c'est pas toujours dit aussi grossièrement, mais enfin c'est quand même ça l'idée. Là, effectivement, non. Moi, je pense que le monde, il est, enfin, comme disait l'autre,
la lune est là indépendamment du fait que je la regarde ou pas. Et voilà, et la sorcellerie, comment dire, non, l'os que je pointe en direction de machin, c'est pas de la 5G, il n'y a pas d'action physique, et non, il se passe rien. Sinon, dans le cerveau de ceux qui croient qu'il se passe quelque chose, mais enfin, je fais une différence entre les lois physiques et les idées, les croyances qu'on se fait de la nature. Oui. C'est pas bien, je sais, mais. Enfin, c'est pas à la mode, mais c'est bien. C'est pas à la mode, en tout cas, oui, ça c'est. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions Ouais, je me demandais quel est le rôle des femmes dans ces sociétés et comment, parce que tu as parlé de domination, et je me demandais comment cette domination est-elle opérée? Est-ce que c'est reconnu comme légitime? Est-ce que c'est un rapport de force qui permet cette domination? Comment ça marche? Ben, vaste question. Alors, déjà, le degré de domination masculine dans les sociétés aborigènes est fort variable. Donc, quand on fait une généralité, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y avait des endroits où vraiment il y a une très forte domination masculine avec des témoignages abominables sur la manière dont les femmes sont traitées, des endroits où la domination masculine était beaucoup plus ténue. Bon. Globalement, ça va se traduire d'une part par des droits unilatéraux des hommes sur les femmes. Ça, c'est quand même le truc de base, et en particulier en matière sexuelle. Donc ça veut dire qu'une fois que la femme est mariée à son mari, il a le droit de disposer de la sexualité de la femme comme il veut, y compris en la prêtant à quelqu'un s'il a envie, et ça fait partie des trucs qui se font en Australie, soit avec un copain, soit dans un cadre plus formel, dans une cérémonie religieuse, etc. Il peut la répudier, si vraiment il en a envie. Elle a strictement aucun droit qui ressemble à ça de son côté. Et pour une femme, le fait d'abandonner son mari est même un crime susceptible d'être puni jusqu'à la mort. Enfin, après, ça peut dépendre aussi du mari. Il peut être gentil et se contenter, gentil, vous mettez tous les guillemets que vous voulez, et se contenter de la rosser comme pas permis, voilà, en disant la prochaine fois je te tue. Enfin voilà. Mais tout ça étant des choses parfaitement légitimes et parfaitement admises. Voilà. Un mari n'a pas forcément, par contre, le droit de rosser exagérément sa femme, voire de la tuer sans raison. Mais comprenez bien, c'est une société qui tolère qu'on rosse les femmes si elles ont pas bien fait ce qu'elles devaient. Voilà, c'est bon. Donc ça se traduit comme ça. Il y a des mœurs matrimoniales qui sont parfois assez étonnantes, avec des filles qui sont mariées extrêmement jeunes à des messieurs extrêmement vieux. Quand vous avez une polygamie qui atteint les sommets que j'ai décrits tout à l'heure, ça va de soi. Et assez fréquemment, dans pas mal de tribus, les femmes sont promises avant même d'être né. C'est-à-dire que vous avez des cérémonies qui vont lier un homme, un jeune garçon à une jeune fille, et la cérémonie dit que toutes les filles que cette gamine engendrera quand elle sera en âge deviendront elles-mêmes les épouses du garçon. Ce qui veut dire que le môme, vous lui faites faire ça, il a 8 ans. Donc vous imaginez que le temps que la fille devienne pubère, qu'elle commence à faire des filles qui elles-mêmes deviennent pubères et soient en âge d'être mariées, vous voyez, ça fait des engagements de mariage qui courent sur assez longtemps. Et puis la domination masculine se traduit dans le domaine religieux. Comme je disais tout à l'heure, même s'il y a dans certains endroits des cultes féminins où là aussi il y a les secrets réservés aux femmes, etc. Mais partout dans toute l'Australie, il y a des cultes, le fond du fond de la religion est réservé aux hommes. Soit dit en passant, alors ça c'est un truc, c'est un fond universel. Les femmes bannies du cœur du religieux parce que ça va pas ensemble, c'est un truc, alors là c'est une espèce de fond de l'humanité qui se retrouve dans nos religions monothéistes, où chacun sait que les femmes ne peuvent pas faire dire la messe, prononcer les sacrements, etc., etc.
Voilà, il y a maintenant des réformes qui commencent à faire que, parce que on vit dans une société où tout se perd et nos plus vieilles traditions sont écornées par la modernité. Mais enfin, c'est un truc quand même où les religions, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur déclinaison, je connais une exception, c'est les Sikhs. C'est un truc, une espèce de réforme moderniste bizarre née dans l'Inde du XVIe siècle, mais enfin qui a une graine qui a un peu mal poussé apparemment, parce que même si les principes disent que les femmes peuvent faire tout comme les hommes, apparemment ça a du mal à ça a du mal à être mis en pratique vu le contexte dans lequel c'est né. Mais enfin, pour tout le reste, voilà, le fait qu'il y ait des religions comme ça avec des secrets interdit aux femmes, c'est une vraie constante. Hein. Tu retrouves ça en Amazonie, tu retrouves ça en Amérique de la Terre de Feu, etc. Et partout, ça sert de levier de pouvoir pour les hommes. Les hommes se réunissent entre eux, discutent entre eux d'un certain nombre de trucs, gardent des objets sacrés sur lesquels les femmes n'ont pas le droit de poser les yeux sous peine de mort, etc. etc. Et c'est un des facteurs qui font que les hommes dominent dans ces sociétés. Est-ce que c'est les règles de la religion qui sont plus ou moins sous-jacentes dans les règles imposées dans les sociétés Après, c'est l'œuf et la poule. Hein. Moi, je vais te raconter les gens de la Terre de Feu, ils s'appellent les Selknam, c'est ceux qui vivaient à Ushuaia avant que ce soit fondé. Là. Enfin, évidemment, là aussi, quand les Blancs sont arrivés, les Indiens ont vite disparu. Il y a les mémoires, si vous êtes intéressé par les trucs en ethno, il faut lire ça, les mémoires d'un gars qui s'appelle Lucas Bridges, qui était le fils du pasteur qui a fondé Ushuaia. Donc quand son papa arrive à Ushuaia, ça doit être dans les années 1880 ou quelque chose comme ça, Ushuaia, c'est rien, il y a rien, il y a trois bicoques, etc. C'est lui qui fonde la mission, le machin, etc. Et le Lucas devient copain avec les Indiens du coin, et va être le seul blanc initié au rite secret des Indiens, etc. etc. Et alors, la cérémonie d'initiation, il y a des photos sur Internet, c'est vraiment très bien. Les hommes se déguisent en esprits, comme ça, et vont dans le campement des femmes, terroriser les femmes, etc. Et les femmes ont pour ordre de rester la tête sous la cape, etc. Et si elles osent regarder les esprits, elles se font rosser, etc. Et on leur répète qu'elles sont là pour obéir, etc. Et c'est à cette occasion-là qu'on explique aux adolescents que en fait, les esprits, c'est pas les esprits, c'est tonton Marcel, c'est machin, c'est bidule, etc. Ah, je l'avais pas reconnu, etc. Il faut voir comment ils sont grimés, hein, c'est extraordinaire. Et bien là, dans cette société-là, les mecs disent, jadis, les femmes nous opprimaient, nous les hommes, horriblement. Elles décidaient de tout. Nous, c'est elles qui chassaient, c'est elles qui faisaient tout. Nous, on restait à la maison, s'occupait des gosses, on se prenait des coups sur la gueule, etc. Mais on ne pouvait rien faire parce qu'elles avaient une religion qui faisait que tous les secrets étaient avec eux et les esprits, etc. Et elles nous terrorisaient avec des histoires d'esprits, etc. Et nous, on y croyait. Et puis un jour, il y a un gars qui se baignait, etc., et qui a surpris une conversation entre des femmes qui se marraient bien de tous les bons tours qu'elles jouaient aux hommes grâce à leur religion. Et là, le gars, il a compris que nous, les hommes, on se faisait avoir. Il a expliqué ça aux autres hommes. Les autres hommes ont dit ça peut plus durer. On a préparé une insurrection. On a zigouillé toutes les femmes sauf les petites filles. Et puis on a fait la religion pour que les femmes se tiennent tranquilles. Voilà ce que les chasseurs-cueilleurs t'expliquent. Alors après, est-ce qu'ils ont inventé leur religion pour justifier leur domination, ou est-ce que leur domination... Enfin, tu vois, après, c'est l'œuf et la poule. Hein, voilà. D'autres questions ? Remarques ou interrogations ? Le politico-religieux, oui, tout à fait. Absolument. Oui, c'est une recette qu'on retrouve ensuite. Napoléon expliquait ça très bien, hein, d'ailleurs. Je serai mahométan en Égypte, je suis catholique en Europe. Et si vous me donnez, quand il y a des gens qui crèvent de faim à côté d'autres qui regorgent de richesses, si vous me donnez un meilleur truc que la religion pour que tout ça se tienne tranquille, je prends tout de suite, mais en attendant, je garde celui-là. Hein, c'est un grand homme d'État. Hein, Avant que vous ne trouviez peut-être une dernière question, je voudrais quand même vraiment remercier et féliciter Smolny, qui a fait un travail remarquable sur l'impression du livre, avec toutes les images qu'il y a dedans. Oui, il n'y a pas que du texte illisible, il y a aussi quelques images en couleur quand même. Hein. Certaines difficilement lisibles aussi. Non, c'est
très très beau travail. On a la chance d'avoir de très bons éditeurs de sciences humaines à Toulouse. Et pour faire un livre comme ça qui coûte 16 €, vraiment, il y en a quelques-uns dans la salle là. Je tenais à les remercier absolument. Et on a une question. Oui, je sais que le livre a été traduit en anglais, donc potentiellement... Non, c'est l'inverse. Oui, il a été publié en anglais avant d'être publié en français, enfin bref. Et j'avais une question sur la réception de ce bouquin côté australien. Voilà, aussi bien les anthropologues de terrain qui travaillent aujourd'hui avec les aborigènes que éventuellement les aborigènes eux-mêmes. Voilà. Est-ce que tu as eu une réception de ce côté-là ou pas du tout, et laquelle? Alors, j'en ai pas eu beaucoup. Moi, quand j'ai fait le bouquin en anglais, donc l'éditeur, qui est un éditeur, disons, semi-universitaire, comme il en existe dans le monde anglo-saxon, on n'a pas tellement ce modèle-là en France. Il exige que votre manuscrit soit relu par un ou deux experts du domaine pour voir si ce que vous écrivez... Voilà. Donc moi, j'ai du coup recommandé un anthropologue australien que je ne connaissais pas personnellement, mais dont j'avais lu un peu les travaux, et qui m'a du coup pas mal félicité, et qui a été de bons conseils. En plus, il m'a donné plusieurs idées, enfin plusieurs matériaux que j'avais pas. Donc je sais que lui considère que c'est un bon livre. J'ai eu très peu d'échos, sinon. À ma connaissance, il y a pour l'instant, alors le livre est sorti il y a... un an en gros, hein, en anglais, hein, si je me trompe pas. À ma connaissance, pour l'instant, pas d'écho de. Alors ça se fait dans. Alors, faut dire aussi, là, c'est pas du tout Smolny. Hein. Pour le coup, c'est des éditeurs américains, etc. Donc le bouquin, il coûte quelque chose comme 100 $. Vous voyez. Donc c'est pas exactement le truc que vous achetez à la librairie du coin. Voilà, c'est le machin pour bibliothèque universitaire, pour rançonner les labos. Mais bon, je me suis adressé à eux parce que je savais pas bien à qui m'adresser d'autre, quoi. Voilà. Bon. Puis eux, ils ont dit oui, donc ils m'ont tout de suite plu. Voilà. Mais du coup, je pense pas que le bouquin ait pour l'instant eu un gros impact. Je pense aussi que c'est des thèmes qui n'intéressent pas tellement mes collègues anthropologues en Australie. Parce que l'anthropologie, que ce soit en Australie ou en France, elle s'est beaucoup désintéressée de toutes ces questions-là. Comme il y a eu l'idée que faire de l'anthropologie, c'est faire du terrain, et bah, du coup, l'anthropologie fait du terrain sur ce qu'elle peut, et donc sur des problèmes contemporains. Alors qui sont des problèmes tout à fait légitimes, intéressants et tout ce que vous voulez, hein, mais qui ne sont plus les problèmes dont traitait l'anthropologie sociale d'il y a encore 50 ans, et qui plus est, il y a 100 ans ou 150 ans, c'est-à-dire de se dire quelles sont les différentes formes sociales qui ont existé, comment est-ce qu'on peut les classer, comment est-ce qu'on peut expliquer leur évolution, etc. Ce questionnement a presque entièrement disparu. Hein, et bon, moi, j'ai une carrière, très très bizarre. Enfin, je suis pas du tout du sérail, et voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je me permets de m'intéresser à ces machins-là. Mais parmi les anthropologues, disons, de métiers formés par l'université, etc., c'est pas possible d'étudier un sujet comme ça parce que y a pas de terrain. Voilà, donc vu qu'il n'y a pas de terrain, ça disqualifie même le sujet. Donc je pense que même en Australie, en réalité, en tous les cas, jusque-là, j'ai pas eu beaucoup d'échos. Bon, je doute pas qu'un jour, on va s'apercevoir que c'est vraiment un super bouquin et que tout le monde va se mettre à en parler, mais pour l'instant, non. La Gapard, voilà, c'est... Et même, pour l'instant, en France, comment dire, c'est pas non plus... il y a Ombre Blanche, hein, mais sinon, pas encore fait le zénith, quoi. Salut, moi je voulais poser des questions de néophyte. Alors c'est peut-être expliqué dans le bouquin que je n'ai pas encore lu, mais comment tu définis... Désolé, ce soir. Comment tu définis exactement le terme de guerre? Parce que c'est quand même à la base visiblement du truc. Et est-ce que c'est visiblement pas le nombre, puisqu'il y a des combats judiciaires à plusieurs, etc. Absolument. En quoi on fait la différence? Je vois bien dans les sociétés de classe, mais je vois pas là la différence. Alors si j'étais salaud, je te dirais
Et même dans les sociétés de classe, tu la définirais comment ? Ouais, Et là, tu verrais que quelle que soit la définition que tu me donnes, je te trouverai un contre-exemple. bien sûr. Alors, en réalité, non, mais c'est une question de néophyte, mais c'est une question, j'allais dire, d'ultra spécialiste, parce que la définition de la guerre est un problème extrêmement compliqué, sur lequel il y a des rayonnages entiers de bibliothèques qui ont été faits. Et alors, en particulier, le problème sur ces sociétés sans État, c'est le rapport entre la guerre et la vendetta. Donc, est-ce qu'on dit que c'est la même chose ? Tout le monde s'accorde à dire que non, c'est pas la même chose. Mais alors, du coup, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, je me suis... Alors, pas mal de bouquins qui parlent de la guerre ont ce défaut de ne jamais la définir et du coup, de pouvoir la voir partout, nulle part. Enfin, vous voyez, c'est l'avantage du truc, donc vous savez pas... dont vous n'avez pas dit de quoi vous parliez, c'est qu'ensuite vous arrangez la chose absolument à votre sauce. Là, j'ai quasiment un chapitre entier ou un demi-chapitre où du coup ça discute. Alors voilà, il y a la définition de bidule, la définition de machin. Bon, moi, je me suis rallié à un collègue qui n'est pas tout à fait de Toulouse, mais enfin qui n'est pas très loin, qui est un préhistorien, anthropologue social, enfin qui s'était beaucoup déjà attelé au problème et qui propose. Alors la réponse classique que disent les gens, c'est la différence entre la vendetta et la guerre, c'est le type d'unité sociale qui l'amène. Donc, quand c'est une unité politique, c'est de la guerre. Quand c'est pas une unité politique, c'est de la vendetta. Alors, problème de cette définition-là, c'est que vous reculez pour mieux sauter. Vous dire, et c'est quoi est-ce que vous appelez une unité politique exactement ? Et ça ne rate pas sur l'Australie. T'en as qui disent, du coup, en Australie, vu que c'est pas des unités politiques, il y a que de la vendetta. Et les autres qui disent, du coup, en Australie, vous voyez bien que c'est des unités politiques et donc ils font la guerre. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que se définit comme unité politique le truc qui fait la guerre par opposition à celui qui va à la vendetta, mais on n'en est pas loin. En tous les cas, cette définition par qui le fait, moi, me semble être une impasse. Et donc, la solution qu'a proposé le collègue et qui me semble parfaitement fonctionner, c'est ce que j'ai dit implicitement tout à l'heure. Dans la vendetta, on cherche à équilibrer des morts. On cherche à faire une compensation. Et donc, le principe de la vendetta, c'est un acte judiciaire par lequel on dit à l'avance, voilà combien je veux tuer d'adversaire, parce que c'est ça qui va rétablir l'équilibre. Et si l'adversaire ne réplique pas, on est quitte. Voilà. Alors que dans la guerre, tu y vas pour faire le plus de dégâts possible, pour 1000 raisons, mais en tous les cas, tu ne dis pas, au départ, je fais 2 morts et à 2, je m'arrête. Voilà, c'est où j'en fais 18 et à 18, je m'arrête. Enfin, et tu peux même le faire à 4750, ça marche pareil. Voilà. Donc c'est ça le critère par lequel je différencie la guerre du... Voilà. Et franchement, ça me semble être un bon critère. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai trouvé. Et quand là, je suis parti évidemment à étudier du coup la guerre en Amazonie chez les Inuits, etc., etc. Et cette différence que font les gens eux-mêmes, là pour le coup, on parlait de... Mais ils la font eux-mêmes entre l'expédition militaire que tu fais pour zigouiller un nombre limité de personnes parce que tu veux rétablir un équilibre qui a été rompu, et l'expédition militaire que tu fais pour d'autres raisons, et où là, plus tu fais de morts, mieux c'est, beaucoup de peuples le font, quoi. Voilà. Et moi, je pense que ça fonctionne vraiment. Par exemple, enfin, un détail, hein, mais les givaros qui font la chasse aux têtes, ils font une différence absolue entre la vendetta que tu fais pour réparer un tort et la chasse aux têtes que tu vas faire pour piquer le plus de têtes ennemies possible. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même activité, tu le fais pas avec les mêmes, et voilà. Alors en Australie, tu peux faire contre les mêmes. Hein. Tu peux aller faire vendetta ou faire la guerre. C'est selon l'état de tes relations. Voilà. Alors, une autre question de néophyte. Est-ce que l'exemple de l'Australie est généralisable ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des exemples comme ça ? Tu parlais des Inuits dans d'autres coins du monde. C'est une bonne question. C'est celle que je me pose à la fin du bouquin en l'esquissant. Puis là, ça y est, je suis parti. Ça va m'occuper au moins dans les mois, si ce n'est les années à venir, à essayer de faire un tour du monde pour voir qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui ne ressemble pas. Alors, ce qui est très clair, c'est que cette idée que les chasseurs-cueilleurs seraient pacifiques et que la guerre serait inconnue chez les chasseurs-cueilleurs, en France, elle est récente. Elle date de
d'une 50aine d'années, en gros. Ce qui est marrant, c'est que quand on reprend la littérature plus ancienne, c'est une évidence pour tout le monde que certains chasseurs-cueilleurs font la guerre. Margaret Mead, qui est souvent citée comme une ethnologue très compétente, etc., écrit en 1942, je crois, ou un truc comme ça, chez les chasseurs-cueilleurs, il y a ceux qui font pas la guerre, comme les Inuits et les machins, ça, puis ceux qui la font, comme les Australiens et les machins. Voilà. Et c'était et c'est quelque chose qui a complètement disparu sous l'effet de certains glissements. Si par hasard tu étais un peu marxiste sur les bords une idée bien associée au marxisme, c'est que le marxisme dit que la guerre est née avec les inégalités, voire les classes sociales, etc., et que c'est un truc tardif, et que les chasseurs-cueilleurs font pas la guerre. Tu rouvres je les cite dans le bouquin évidemment, tu rouvres ton Engels et ton Plekhanov, qui sont des gens qui écrivent à la fin du 19e siècle, et ils disent noir sur blanc, les chasseurs-cueilleurs, ceux qui étaient en dehors de la tribu, ça c'est Engels, étaient en dehors du droit, et en gros tu pouvais tuer tout le monde, et Plekhanov qui dit, chez les Australiens, des trucs qui chez nous seraient réglés par le juge de paix deviennent des guerres. Voilà. Et pour les marxistes du 19e siècle, c'était une évidence que la guerre existait chez au moins certains chasseurs-cueilleurs. Alors, pas chez tous, ça c'est sûr. Les Inuits, il y a une cassure. À l'ouest de l'Alaska, ils font la guerre, à l'est, ils ne la font pas. Voilà. Alors, il y a aussi, je pense, des histoires de... C'est pas le seul facteur, il y a des histoires de densité. Quand tu es dans un environnement où tu as une personne tous les 20 km², réunir des troupes collectives, c'est quand même compliqué. Voilà. Et les Inuits, globalement, c'est un monde individuel. Enfin, il n'y a pas de groupe de parenté, par exemple, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de trucs comme ça. Voilà. Donc, ils ne font pas facilement la guerre. Mais côté Alaska, ils le font. Voilà. Et en Amazonie, on l'a fait, et les chasseurs-cueilleurs de la Terre de Feu la faisaient, et les gens des îles Andaman la faisaient. Enfin bon, bref, non, mais t'inquiète pas, la prochaine fois, je reviens et j'en ai une liste longue comme ça. Est-ce qu'il y a une dernière toute petite question avant qu'on... Non, alors juste demain, à la librairie, nous recevons Barbara Glozewski, qui est une ethnologue actuelle, qui travaille beaucoup sur le chamanisme. Oui, non, mais qui travaille... Pardon. Absolument. Donc, les marxistes et puis les... qui parlent des aborigènes de manière très, très, très différente. Donc, je vous invite à venir demain pour alors, comparer, certes pas, mais en tout cas, pour avoir une autre vision des mêmes endroits du monde, pas à la même période. C'est ça que je voulais dire, bien entendu. Merci beaucoup, Christophe, et merci à vous. Merci. Il s'agissait de Christophe Darmanjat, auteur du livre « Justice et guerre en Australie aborigène » aux éditions Smolny, lors d'une rencontre enregistrée mardi 2 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, en collaboration avec le laboratoire Trace de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Christophe Darmanjat fait paraître 2 autres ouvrages d'anthropologie, Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était, aux origines de l'oppression des femmes, chez Smolny également, et Conversations sur la naissance des inégalités, publié chez Agone. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio.